Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau podcast preview sur la chaîne de The Playoff. Après avoir vu en première semaine la conférence Big Ten et la semaine dernière la conférence ACC, aujourd'hui nous allons donc voir d'un peu plus près la conférence Big 12. Euh, Toujours la même équipe à mes côtés qui sont présents du début à la fin de ces previews. Le premier, mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Salut à tous. Moi, ça va très bien. Hâte de parler de la Big 12. Top. Le second, toujours le même également, on ne change pas d'équipe qui gagne, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut, ça va super, merci. Top. Donc, je vais vous rappeler quand même, au cas où, si vous prenez le train sur la route, au niveau de la programmation qu'on utilise, très brièvement. Donc, on vous le fait en deux parties. La première partie, assez rapide, on va vous parler un peu du bilan de la saison dernière des 6 équipes que nous avons sélectionnées, pour ensuite parler donc des joueurs qui ont été draftés en NFL. Vous savez l'importance que ça a et de conclure par le coaching staff, qui parfois peut changer d'une saison à l'autre. Et dans cette deuxième partie, on va vous rentrer un peu plus en détail et vous parler du roster type pour la saison à venir. Dans ce roster type, toujours comme dans les autres previews, on vous fera un focus sur un joueur offensif que nous avons choisi et un focus sur un joueur défensif que nous avons également choisi, pour ensuite terminer donc sur le calendrier, le futur calendrier pour la saison 2025 de chaque équipe et notre petit pronostic au niveau du bilan de cette équipe pour la saison prochaine. Et une nouvelle fois, à la fin de cette vidéo, on vous citera notre prédiction pour le classement de cette conférence Big 12. Voilà, on peut démarrer directement dans le vif du sujet avec la première équipe que nous avons présélectionnée, qui est Arizona State. Arizona State qui a fait une saison époustouflante la saison dernière, avec un très très beau bilan de 11 victoires pour 3 défaites qui n'étaient pas vraiment attendues. Ils ont gagné le Dr Pepper Big 12 Championship, donc pour être champion de la conférence, face à Iowa State assez facilement quand même, parce qu'ils ont gagné 45-19. Et ils ont malheureusement, sans démériter, perdu le tour d'après en quart de finale, après 2 prolongations tout de même face à l'Université de Texas, 39-31. Donc c'est une très belle saison dernière pour eux. Le premier, donc c'est Bertrand, c'est bien ça? Oui. Très bien. Si tu peux nous parler un peu des joueurs draftés. Alors, juste pour préciser aussi que l'année dernière, c'était leur première saison en Big 12. Parce qu'avant, ils étaient en Pac-12, enfin la feu Pac-12 maintenant. Donc, première année et directement champion de la division, c'est quand même très, très honorable pour la peine. C'est sûr. Et donc, voilà, pour enchaîner pour les joueurs draftés, Arizona State, un seul joueur drafté du coup pendant la draft NFL, le running back, Cam Skattebo, qui a été pris au 4e tour par les Giants, et qui d'ailleurs, soit dit en passant, m'a fait beaucoup de sueur froide lors des quarts de finale contre Texas, parce que c'était un peu leur plus grosse arme. Voilà, l'année prochaine, il va beaucoup manquer à Arizona State. Et puis, ils ont eu aussi 2 joueurs qui sont partis en free agent après la draft. Donc, le centre Leif Fotanou, qui est parti au Detroit Lions, et le receveur Xavier Guillory, qui est parti, lui, au Baltimore Ravens. Très bien. Et donc, pour le coaching staff, est-ce qu'il y a eu des changements que telle saison, on ne sait pas trop si c'est intéressant, mais dis-nous. Alors, pas de changement nettoire. Le head coach est toujours Kenny Dillingham. Alors qui était passé avant à Oregon, qui donc quand même a un sacré bagage technique. Bon, depuis qu'il est arrivé, c'est sa 3e saison. Il a un bilan qui n'est pas époustouflant. Heureusement que l'année dernière, il a fait une très bonne saison, parce qu'il est à 14 victoires pour 12 défaites. Donc on est quasiment 50-50. Sachant que l'année dernière, il a fait 11-3. Donc il a quand même bien monté son ratio. En coach offensif, on repart pour sa 2e saison. Donc, il est arrivé l'année dernière avec Marcus Arroyo, qui lui venait des Rebels de Las Vegas, l'université du Nevada. Et en defensive coordinateur, donc on repart lui pour sa 3e saison avec Brian Ward, qui lui était passé par Washington State. Voilà. Très bien. Donc, on est dans la continuité de l'année précédente. Ce qui en soi est logique au vu de leur saison.
Pour le roster type pour la saison prochaine, c'est pareil. On continue, on reste dans la continuité avec quelques ajouts seulement. En commençant donc par l'équipe d'attaque avec le QB qui a fait une très bonne saison la saison dernière et qui est très attendu également pour cette saison, Sam Leavitt, qui est pour beaucoup dans le top 10 des QB pour la saison prochaine, et même parfois pour certains quand même dans le top 5. Il sera très bien accompagné en attaque, car ils ont une très très bonne attaque la saison prochaine. Malgré avoir perdu Scatebo, comme tu as pu nous le dire, ils ont récupéré Kenny Udo, qui vient de l'université de Army, qui est un très bon running back et qu'on verra ce qu'il va donner dans la Big 12, qui sera accompagné de Kyson Brown, le running back qui était déjà présent et qui secondait déjà Scatebo la saison dernière. Ensuite, au niveau de l'escouade de wide receiver, je vais vous présenter d'abord le wide receiver numéro 2, qui est Jalen Moss, qui vient d'arriver de Fresno State, qui est très attendu la saison prochaine, et le numéro 3, qui est Malik McClain, qui était déjà là la saison dernière. Pourquoi j'ai commencé par le numéro 2, numéro 3? Parce que le numéro 1, Jordan Tyson, qui est très attendu la saison prochaine, qui est également annoncé dans le top 5 des receveurs pour la saison prochaine, et je pense que Bertrand, tu vas nous parler de lui un peu plus en détail. Oui, alors effectivement, on est sur un joueur qui est un ancien transfert de Colorado, donc qui est arrivé en 2023, mais qui malheureusement n'a pu jouer que 3 matchs parce qu'il a été fortement blessé. On en reviendra un petit peu après, mais effectivement, son année 2024 a été marquée aussi par les blessures, notamment en fin d'année. Des stats l'année dernière, quand même, malgré une blessure qui était des stats très, très importantes, 75 réceptions. Il a passé les 1100 yards à la course pour 10 TD. Mais voilà, il a raté en plus la phase finale. Donc les 2 derniers matchs, le championship, le Big 12 Championship et les quarts de finale contre Texas à cause d'une blessure. Il a quand même dépassé les 100 yards sur 5 matchs durant la saison dernière, donc ce qui est quand même beaucoup. Et puis du coup, avec le départ de Scatebo pour la NFL, il va avoir clairement un rôle privilégié dans l'attaque, équilibré. Et s'il est en bonne santé, c'est un joueur qui est très fiable, très explosif, et qui clairement va devenir un receveur, s'il reste en bonne santé, un des meilleurs receveurs de la saison à venir, en tout cas à surveiller fortement, parce que on va être sur quelque chose en bonne santé de très très costaud à mon avis, surtout avec la paire avec Sam Leavitt qui ils commencent bien à se connaître. Ça peut matcher et faire très très mal, notamment en Big 12 contre des défenses qui sont réputées un peu larges. Tout à fait. Et pour continuer au niveau de cette attaque, la O-line qui n'a pas trop changé, on sait que c'était une des forces qui ont fait un très bon travail la saison dernière. Une petite recrue, le guard de Jimito Obigbo, qui vient de Texas State. Mais sinon, pour le reste, c'est du habituel. Le tight end Shannon Meteyer, qui est un très bon tight end réputé. Le guard qui accompagne du coup Obigbo, c'est Sean Ney. Et au niveau du centre, Ben Coleman, très bon centre également, qui reste présent dans l'équipe. Et les 2 tackles, donc on a Josh Atkins et Max Eyenachor. Pour la défense, ils ont également une défense très correcte. Arizona State qui restera une très bonne équipe et très attendue la saison prochaine. Au niveau de leur D-line, qui est peut-être, on va dire, leur petit bémol dans cette équipe, leur force est plus au niveau de la secondary. Ils ont donc un duo de defensive tackle, donc CJ Fitt et Jacob Rich Kongaika, qui sont accompagnés du coup par les 2 defensive ends, Clayton Smith et Justin Woodley. Au niveau des linebackers, le middle linebacker qui sera Cyrus Fiatsu, j'espère que je prononce bien son nom de famille, accompagné de les 2 linebackers extérieurs, donc Jordan Crook et Keishon Elliott, qui est un des meilleurs défenseurs de cette équipe. Je n'ai pas pensé à le préciser, mais là, au niveau de ce ressort type, on n'aura pas de recrues, c'est de la continuité, pas de nouveau pour le moment, potentiellement dans les titulaires. Pour les cornerbacks, duo de cornerbacks très correct, Javon Robinson et Kate Abney 2, secondé par un autre duo très bon également de safety, le strong safety Xavier Alford et le free safety Miles Rosser.
Et je pense que tu vas nous parler un peu plus du strong safety Xavier Alford. Oui, qui du coup, au lieu de partir pour la NFL, a préféré revenir pour sa 5e année. Hein. Donc clairement, son objectif, ça va être de faire monter son draft stocks pour l'année prochaine et de partir le plus haut possible. Pour précision, hein, c'est son 3e club. Voilà, petit clin d'œil, il est passé par Texas en freshman. Quand il est arrivé, il est passé par USC et il a décidé, voilà, à chaque fois au bout d'un an, et il a trouvé clairement chaussure à son pied à Arizona State parce qu'il décide de rester et de continuer. Il a quand même manqué une saison complète en 2023 parce qu'il a eu des problèmes à cause de son éligibilité après son transfert de USC. Il est revenu en 2024, je pense, avec la hargne très très fort, avec des stats impressionnantes l'année dernière, surtout pour un strong safety. 85 plaquages, 5 passes déflectées et 2 interceptions. Il a quand même fait la first team, la sélection first team pour la Big 12, donc c'est quand même assez impressionnant. Un physique imposant, hein, 1m83, 91 kg pour un strong safety, c'est quand même costaud. Et surtout, il a une énorme accélération, ce qui lui permet d'être rapidement autour de la balle et notamment au plaquage. Enfin, on a pu le voir à travers ses 85 plaquages l'année dernière. Mais en couverture de passe aussi, il a une belle vision du jeu, de bonnes anticipations, ce qui lui permet de rivaliser avec les meilleurs receveurs, avec leur vitesse. Donc clairement, il revient énervé, il revient pour marquer le territoire, pour prendre le leadership sur la défense. Ça va être le véritable général des Sun Devils en défense et pour partir le plus haut possible après pour la NFL. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, très bel effectif, très beau roster du côté de Arizona State. Maintenant, est-ce que le calendrier sera abordable pour eux ? J'ai voulu préciser donc le calendrier pour la saison prochaine. Ils vont commencer par recevoir Northern Arizona, ensuite se déplacer à Mississippi State, pour ensuite recevoir Texas State, aller en déplacement à Baylor, recevoir ensuite TCU, partir à Utah, pour ensuite recevoir 2 fois d'affilée Texas Tech et Houston, deux belles équipes. Ils iront ensuite à Iowa State pour recevoir West Virginia et finir par aller à Colorado et recevoir Arizona. Donc, un calendrier qui reste quand même, je pense, assez abordable pour eux, au vu de leur effectif et de la continuité dans laquelle ils sont. Bertrand, du coup, quel est ton bilan pour la saison prochaine ? Moi, j'ai de belles espérances pour eux, un bon espoir pour eux. Je vois 1 défaite, 2 défaites grand maximum. Donc, on va être optimiste. Moi, je vois bien un bilan de 11-1 sur la saison et puis de faire un back-to-back au Big 12 Championship et puis d'aller défendre leur couronne. Qui n'est pas déconnant en soi, parce qu'au niveau des prédictions, ils sont annoncés très haut dans cette conférence. Je vais rebondir tout de suite dessus, parce que moi, c'est à peu près pareil. Je les vois assez haut. Je les vois également faire, comme tu l'as dit, gagner le championnat, partir pour le Championship Big 12. Avec moi, par contre, un bilan de 10-2. Donc, je vois juste 1 défaite de plus sur le chemin. Mais je les vois très, très haut dans cette conférence. Pour toi, du coup, Rosu, est-ce que c'est un peu différent de nous ou tu suis notre prono ? Moi, je suis à peu près, mais c'est intéressant de noter que cette équipe d'Arizona State, justement, elle a été donnée au fond du panier complètement avant le début de l'année dernière. Donc, c'est typiquement une équipe qui nous rappelle que les pronostics d'avant-saison qu'on est en train de faire, ça vaut ce que ça Exactement. vaut. Et donc, on verra bien, mais c'est vrai que ils sont dans la continuité, donc il n'y a pas de raison de voir une chute complète de leurs résultats. Donc je les vois aussi en 10-2. Ils se tapent quand même, on va dire, quasiment tous les plus gros concurrents qu'ils peuvent avoir en Big 12. Donc ça à prendre en compte aussi. Exactement. Je pense que, encore une fois, on est à peu près d'accord au niveau du bilan. Est-ce que ça va se prouver ensuite sur le terrain ? Ça, vous le verrez tout au long de la saison avec nous. Maintenant, on va passer à la deuxième équipe. Donc, l'équipe que nous avons choisie, c'est l'université de Baylor, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle la saison dernière, mais tout de même avec un bilan positif de 8 victoires pour 5 défaites. Ils ont perdu leur Kinder's Texas Bowl face à LSU, 44-31. C'est une équipe qui est un peu plus attendue la saison prochaine, avec quelques nouvelles recrues.
Mais ce qu'on va d'abord essayer de voir, c'est est-ce qu'ils ont perdu des joueurs à la draft ou non. On va voir ça avec Rosu, du coup. Ils ont eu un très très grand nombre de joueurs draftés, au nombre de 0. Donc, voilà. Ça se fait. C'est comme ça, c'est fait. Par contre, il faut quand même noter dans ceux qui sont partis, ils ont eu quand même 6 joueurs qui ont eu un contrat, un drafted free agent en NFL. Donc, malgré tout, c'est pas si mal. Et à noter en particulier le receveur Monare Baldwin et le linebacker Matt Jones, qui était vraiment le cœur de cette défense. Donc à voir pour l'année prochaine. Exactement. Et pour le coaching staff, est-ce qu'il y a eu quelques changements ou non? Alors, le coaching staff, cette fois-ci, il reste le même que celui de la saison dernière. Donc, le head coach, c'est Dave Aranda, qui a déjà eu quand même pas mal de succès précédemment. Donc, il revient avec son statut n'est pas vraiment remis en cause. En termes d'offensive coordinator, ce sera la deuxième saison pour Jake Spavital, qui a déjà été offensive coordinator à plusieurs endroits avant. Donc l'année dernière, c'était sa première saison, donc peut-être que ça expliquait aussi un peu les résultats moyens. Et le defensive coordinator, Matt Pavlage, ce sera sa 3e saison. Et donc, comme je disais l'année dernière, il y avait quand même un coaching staff qui était relativement nouveau. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Baylor, ils finissent avec 6 victoires en saison régulière. Donc c'est ça qui laisse penser que c'est quand même une équipe qui est plutôt sur de bons rails. Tout à fait. Et donc du coup, après avoir vu un petit peu cette partie intersaison, on va voir le roster type pour la saison prochaine. En commençant par l'attaque qui était déjà une de leurs forces la saison dernière, avec juste quelques ajouts, mais également continuité pour cette équipe, avec le quarterback qui reste le même, Sawyer Robertson, qui sera accompagné d'un très bon duo de running back, le numéro 1, Bryson Washington, et le numéro 2, Dawson Pendergrass. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce running back numéro 1? Ouais, donc Bryson Washington, très intéressant l'année dernière en tant que première saison, donc redshirt freshman. Mais bon, il a porté 175 fois pour 1028 yards, donc il a juste dépassé la barre, 12 touchdowns. Et surtout, c'est un joueur qui a une taille assez honnête, 1m83, un peu plus de 100 kg. Mais qui est intéressant parce qu'il se cache bien derrière sa O-line. Il attend que son trou se forme, et ensuite il a une grosse capacité d'accélération. C'est un joueur qui faisait de l'athlétisme précédemment, et ça se voit. Mais non seulement il va vite, mais en plus il est assez dur sur les contacts. Il a pas mal de yards après contact. Donc c'est intéressant de noter ça, et comme je disais, surtout une bonne patience avant de produire sa grosse accélération, et ça lui a permis d'aller marquer quelques touchdowns longue distance de façon assez intéressante. Il a pas sur les images, ça saute pas aux yeux qu'il est très rapide, mais quand on voit les joueurs à côté, on se dit que finalement si il est rapide. Il avance quand même. Surtout que les autres sont déjà pas mal rapides. En plus. Ça montre encore plus. Au niveau du reste de cette attaque, la deuxième grosse arme de cette attaque, c'est le wide receiver Josh Cameron, qui était déjà présent là la saison dernière et qui sera toujours là pour épauler donc Washington dans cette attaque de Baylor. Comme tu as pu le dire, ils ont perdu 2 receveurs qui n'ont pas été draftés, mais qu'ils ont rejoint tout de même des équipes NFL. Ils ont donc décidé de recruter 2 nouveaux receveurs qui seront probablement titulaire la saison prochaine. Donc le wide receiver numéro 2, Kobe Prentice, qui vient d'Alabama, et le wide receiver Cole Wilson, qui vient lui de Texas State. Au niveau de la ligne offensive, on regarde la même que la saison dernière. Le tight end, Michael Trigg, qui est un joueur correct, sera toujours présent également. Les 2 tackles, Kaden Siriaki et Sidney Fougar, qui étaient déjà présents. Le Joe de guard, Omar Ekbedion,
qui est sûrement l'un des meilleurs O-line de cette équipe, et Ryan Langiel qui pourra l'accompagner, en terminant par le center qui est Colton Price, le centre de cette équipe. Défensivement, c'est là où vous avez quelques petites lacunes la saison dernière. Ils ont recruté pas mal, surtout pour essayer de construire un peu au niveau de cette D-line, et un peu également au niveau des linebackers. Le duo de defensive tackle était déjà présent la saison dernière, qui est un duo correct, Jackie Marshall et Cooper Lance. Les deux defensive ends, ce sont des nouveaux. Le premier qui vient d'Oregon est Marion Winston, et le second, Matthew Fobbs-White, qui vient de Tulane. Au niveau des linebackers, ils ont un très beau duo de linebackers. Trevion Barnes, qui vient d'être recruté, qui rejoint de Florida International, et le second, Keaton Thomas, qui était déjà présent la saison dernière, qui est un peu le général de cette équipe, et tu vas nous en parler un peu plus en détail de ce joueur. Ouais, donc un joueur, Keaton Thomas, qui n'était pas du tout recruté à sa sortie de lycée. Il s'est d'abord engagé en walk-on, c'est-à-dire un joueur sans scholarship à West Virginia, dans lequel il a pas joué évidemment. Et c'est à noter qu'il était parmi les defensive backs à ce moment-là. Et donc il a décidé de partir pour aller en junior college. Donc il a été à Northeast Mississippi Community College. Et ça lui a pas mal réussi, donc là, en changeant de poste, et il est devenu donc linebacker. L'année dernière, il a pas mal joué malgré une petite blessure, mais il faisait vraiment la paire avec l'autre linebacker, Jones, qui est parti donc en NFL. C'est intéressant de noter que chacun des deux, l'année dernière, ils ont dépassé les 100 tackles. Donc, c'est impressionnant. Donc c'était quand même une bonne escouade. Et cette saison, c'est lui qui portera ce qu'ils appellent le point vert, le green dot sur le casque. Donc c'est lui qui aura les consignes dans le casque cette année. Donc belle histoire, parce que c'est vraiment un joueur qui est parti de vraiment d'en bas et qui grimpe les échelons, qui s'est remonté de façon très intéressante. Donc bonne vitesse pour un linebacker. Peut-être que c'était un peu juste pour lui en tant que DB, mais en linebacker, du coup, c'est tout à fait honnête. 1m88, 101 kg, donc un beau bébé. Et donc son explosivité au poste, en tout cas, semble faire merveille. Donc ce sera lui un peu la pierre angulaire de cette défense. De cette défense, tout à fait. Et donc, du coup, transition toute faite au niveau des DB. Le duo de cornerback qui était déjà présent la saison dernière, Caden Jenkins et Tevin Williams 3, qui seront donc accompagnés du duo de safety, donc Kendrick Simpkins, qui était déjà présent l'année dernière, et le petit nouveau qui vient de Northwestern, Devin Turner. Au niveau de l'équipe de Baylor, donc maintenant, on va voir un peu le calendrier pour la saison prochaine. Ils recevront tout d'abord Auburn en week 1, pour ensuite aller à SMU. Ils recevront ensuite deux équipes d'affilée, Samford et Arizona State, qui risque d'être un match assez compliqué. Ils iront ensuite à Oklahoma State, pour recevoir ensuite Kansas State, qui risque également d'être encore un match compliqué. Ils auront deux déplacements ensuite à TCU et Cincinnati, pour ensuite recevoir deux fois d'affilée UCF et Utah. Et pour terminer donc en allant à l'Arizona et recevant Houston pour le dernier match de cette saison régulière. Au niveau du bilan, quel bilan tu as mis, Rosu, pour eux la saison prochaine? Moi, je leur mets un bilan de 8-4. 8-4, potentiellement 9-3. Comme je l'ai dit au début, d'avoir bien fini la saison dernière, je pense que ça leur a apporté un boost de confiance. Et donc, je les vois un peu mieux en tout cas définitivement mieux que cette année. Tout à fait. Bah, écoute, encore une fois, je vais rebondir sur ton bilan, parce que j'ai mis exactement le même bilan de 8-4. Et pareil, je les sens un peu entre les deux. Je les ai longtemps mis en 9-3. Et finalement, au vu du calendrier, je me suis dit, bon, 9-3, 8-4, je vais partir sur 8-4.
pour garder une certaine logique à ce que j'avais mis pour les autres équipes. Mais on est en accord là-dessus. Et toi, Bertrand, du coup, tu l'as remis à quel bilan? Un peu plus optimiste pour la peine. Moi, je les vois bien créer la surprise cette année parce qu'ils sont bien renforcés là où ils avaient des gros problèmes l'année dernière. Tout à fait. Dave Aranda, quand même, est un peu parfois sur des saisons, peut nous sortir des saisons de fou furieux qui sortent un peu de nulle part. Donc, moi, je les vois bien faire 10 victoires et seulement 2 défaites. Et peut-être surprendre Arizona State ou même Kansas State. Je les vois difficilement aller battre contre Auburn, qui est quand même une grosse équipe. Et voilà, je pense qu'ils peuvent créer une belle surprise cette année. Ils ont une belle équipe pour justement jouer un petit peu les troubles faits avec les favoris. On est d'accord, encore une fois, rien de déconnant. C'est ce qui est annoncé aussi. Baylor, la plupart des spécialistes et des observateurs les sentent bien pour la saison prochaine. On est également en raccord à ce niveau-là. Au niveau de la prochaine équipe, donc c'est notre troisième équipe qu'on va vous présenter, une équipe qui fait parler, une équipe qu'on adore présenter évidemment, c'est l'Université de Colorado. Donc vous savez très bien Colorado avec son entraîneur qui fait beaucoup parler de lui. Ouais, exactement. C'est 2 joueurs stars qui sont partis à la NFL, on va vous en parler par la suite. Malgré tout cela, ils ont fini avec un bilan. Pour certains, pourrait dire correct, d'autres un peu décevant, mais de 9 victoires pour 4 défaites. Ils ont perdu du coup à la suite leur bowl face à BYU, 36-14. Un peu vilaine cette défaite-là. Donc du coup, c'est toi Bertrand, est-ce que tu peux nous parler un peu des joueurs qui ont été draftés la saison dernière? Du coup, alors oui, Colorado, les Buffaloes, donc effectivement le Iceman Trophy, donc le vainqueur du trophée Iceman, Travis Hunter, le cornerback, qui est parti aux Jaguars au pick 2 de la NFL. Très bon joueur pour la peine, qui était capable de jouer cornerback et receveur. Voilà, normalement, il dit qu'il veut jouer receveur aussi en NFL. Donc, je pense qu'il y aura quand même plus de. Il est quand même beaucoup plus il est quand même beaucoup plus talentueux au poste de corner, on est d'accord. Et peut-être que les attendus pour la NFL au niveau receveur sont quand même un petit peu plus poussés et de jouer sur les 2 fronts en NFL, c'est quand même, à mon sens, très très compliqué. Bon, on lui souhaite qu'il lui arrive, parce qu'on lui souhaite pas de malheur, mais voilà. Le deuxième départ pour la NFL, un nom aussi ronflant, le fils du coach, Shedeur Sanders, qui est parti bien plus bas que ce qu'il était annoncé, parce que tout le monde l'annonçait quasiment au premier tour, au début du deuxième tour, et en fait il est parti au 5e tour. Et il est parti chez les Browns qui ont, pour la petite anecdote, recruté beaucoup de quarterbacks pour l'année prochaine. Ils en ont 5, je crois, sur le roster, donc il va falloir faire le choix. Dont un devant lui en plus. Dont un devant lui, voilà, qui est parti avant lui. Deux autres, du coup, à 2 postes, 2 receveurs qui sont partis. Donc, l'Agente Webster, qui est parti au round de 6 chez les Ravens de Baltimore. Et le receveur Jimmy Horn Jr., qui lui aussi est parti au round de 6 chez les Panthers de la Caroline. Voilà. Tout à fait. Donc, pour finaliser tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coaching staff et des mouvements qu'il y a peut-être pu avoir? Le très controversé, on l'aime ou on n'aime pas. Alors moi, pour la peine, je l'aime pas beaucoup. C'est dit comme ça. Donc Deion Sanders, un coach prime pour les intimes, qui entame sa 3e saison. C'était leur première année en Big 12 l'année dernière, donc ils ont fini à 9-4, ce qui était quand même en deçà des attendus et de toute cette hype qu'ils ont créée autour de l'équipe. Et puis Coach Prime, qui nous fait une petite frayeur là depuis un petit mois, pour lesquels on n'a pas trop de nouvelles, mais qui a visiblement des problèmes de santé un peu importants, parce qu'il est retenu, il est en tout cas sur sa propriété du Texas pour se retaper, qui quand même pose beaucoup de questions sur sa présence, notamment pour le recrutement et puis pour la préparation de l'équipe, parce que c'est en ce moment que les entraînements se finalisent et compagnie, donc ça amène beaucoup de questions. Mais bon, il est très bien secondé pour la peine, avec des noms aussi bien ronflants et bien connus du circuit, notamment en NFL. Le coordinateur offensif, Pat Shurmur, qui est en NFL depuis 1999. Il est passé par les Giants en tant que head coach, il est passé par les Vikings en tant que coordinateur offensif, pareil chez les Browns, pareil chez les Broncos, pareil chez les Eagles. Donc quelqu'un qui a forcément une expérience exceptionnelle, et qui du coup va pouvoir
va pouvoir encadrer les joueurs et les développer forcément pour qu'ils rentrent dans les standards de la NFL. Donc c'est quand même un staff technique très très important. Et le coordinateur défensif qui est un peu de cette mouvance aussi, mais beaucoup plus jeune, qui est Robert Livingston, qui lui est passé, a passé à peu près 10 ans chez les Bengals en NFL, donc de Cincinnati, qui est arrivé l'année dernière, donc ça va être sa 2e année, et qui lui est un expert du backfield défensif, donc il va aussi pouvoir bien encadrer ce petit monde-là et apporter une expérience qui est quand même hyper importante. Ouais, une influence médiatique assez incroyable quand même de Deion Sanders. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs. Lui, c'est pas parce qu'il est coach, mais bon, c'est un personnage qui est très très influent dans le foot aux États-Unis. Oui, puis il a sa série hein, qui est sortie ou qui va sortir une série sur lui aussi. Donc voilà. Il sait jouer avec la hype, avec les médias et faire parler de son équipe. Hein. C'est d'ailleurs, il a replacé les Buffaloes de Colorado sur la map, hein, clairement. Donc, on ne pourra pas leur enlever ça. Non. Tout à fait. Et on sait, les Américains, comment ils sont friands de ce genre de personnages et de tout ce qu'ils peuvent amener autour. C'est sûr que malgré cela, il fait quand même de très bonnes choses pour le football américain, en tout cas là-bas directement. Ouais, puis petite anecdote, juste pour avoir une idée, dans une chaîne de magasins ici qui est un peu l'équivalent de Decathlon, on va dire, il y a une espèce de chaîne de vêtements Coach Prime et tout ça, hein, avec Nike évidemment. Donc, je pense, il faut être là pour le voir, on va dire. Top. Merci pour cette petite info. Pour du coup rebondir et continuer là-dessus, on va vous présenter le roster type pour la saison prochaine. Donc vous l'avez compris, avec Shedeur Sanders qui est parti à la draft chez les Browns. Ils ont dû recruter un nouveau général, et donc ce sera Kedon Salter qui sera potentiellement le QB numéro 1 qui vient d'arriver de Liberty. Et tu veux nous en parler un peu plus en détail, Bertrand? Oui, donc il vient effectivement des Flames de Liberty. Ça fait 3 ans qu'il est en college football. Donc on est sur un profil à la Jaden Daniels un petit peu. Hein, ce côté double menace, très athlétique. Alors il a fait une saison 2024 qui était en deçà de sa saison 2023, ce qui explique sûrement son transfert, parce que il n'avait pas tout à fait les mêmes armes en 2024 qu'en 2023 aux Flames. Mais néanmoins, quand même, une saison tout à fait honorable hein, pour 147 passes complétées, 1886 yards, 15 TD et quand même 6 interceptions. Et le côté double menace, hein, il a porté quand même la balle 114 fois. Pour un QB, c'est quand même pas mal. Il y a des running qui rêveraient d'avoir ces stats-là. Bon, avec une efficacité toute relative, parce que 114 courses pour 587 yards, mais quand même 7 TD. Donc voilà, on est sur un profil hyper athlétique, 1m85, 86 kg. On a un bras qui délivre très rapidement les passes, donc ça veut dire que sur les tracés courts, ça peut partir très très vite. Mais aussi un bras qui a une grande force, donc avec des passes en profondeur qui restent très, très dangereuses, en tout cas pour le backfield défensif. Et puis voilà, ce côté très athlétique avec des jambes très rapides, il est capable d'éviter la pression et de partir très vite, de trouver des solutions très vite sur l'extérieur. C'est un coureur redoutable, il y a des changements d'appui vraiment impressionnants. Et surtout, il a une capacité à casser les plaquages aussi assez impressionnante pour un QB. Donc, il arrive quand même assez bas, il arrive à mettre l'épaule et puis à repartir. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et surtout, ce qui va faire la différence, je pense, cette année, c'est qu'il va être encadré, comme je le disais juste avant, par Pat Shurmur et qui va le calibrer pour devenir un QB en NFL. Et s'il arrive à le transformer vraiment comme Jaden Daniels, je pense qu'on risque d'entendre parler de lui encore plus. Tout à fait. Ça reste vraiment le type de profil de QB qu'on aime beaucoup et qu'on cherche beaucoup en NFL. Ces QB qui sont très très bons avec leurs jambes, très rapides, très puissants, et en même temps qu'ils ont justement ce bras puissant qui leur permet de pouvoir lancer en profondeur, courir en même temps. Si en plus de ça, le gamin commence à choper une bonne vision de jeu, qu'il fasse des bons choix, ça peut être une très très grosse arme la saison prochaine.
Pour l'accompagner, donc, un duo correct de running back, Micah Welsh et Dallan Eden. Au niveau des receveurs, un petit nouveau, comme vous l'avez entendu, ils ont perdu quand même 2 bons receveurs, même 3, je vais dire, avec Travis Hunter la saison dernière. Donc ils ont récupéré Joseph Williams qui vient de Tulsa et qui sera accompagné d'un duo de Miller, Drelon Miller et Marion Miller, qui étaient déjà présents la saison dernière et qui prennent du galon un petit peu avec le départ de ces wide receivers. Le tight end, ce sera Zach Atkins. Et au niveau de la ligne, 3 nouvelles recrues. Ils ont tout de même une ligne assez correcte. Leur grosse force, c'est les 2 tackles, dont Jordan Seaton, qui était déjà présent la saison dernière, et Xavier Hill, qui lui vient de l'université de Memphis. Pour les accompagner, le duo de guard, Tyler Brown et Aki Ogunbiyi, désolé pour la prononciation, qui lui est un petit nouveau qui vient de Texas A&M, et le centre, qui est également un nouveau, Zarian McGill, qui vient lui de Louisiana Tech. Au niveau de la défense, également quelques petites recrues pour renforcer cette équipe, surtout aussi au niveau de cette D-line, où il récupère 2 defensive tackles, le très bon Jim Wattis qui vient de Alabama, et le second Tavian Coleman, lui qui vient de Texas State. Au niveau des DN, c'est 2 DN très bons également, qui étaient déjà présents la saison dernière, Erden Walker et Samuel Okunola. Pour les linebackers, donc les 3 linebackers qui seront présents, 2 nouvelles recrues, Keaton Wade qui était déjà présent, Martavius French qui vient de UTCA et Reginald Hughes qui vient de Jacksonville State. Au niveau des DB, donc le duo de cornerback avec DJ McKinney qui était déjà présent la saison dernière et Tercus Davis qui vient de l'université de Wyoming. Bertrand, il me semble que tu nous parlais un peu plus de ce cornerback numéro 1, DJ McKinney. Oui, alors qui va faire sa 2e saison à Colorado, mais qui du coup l'année dernière a fait une bonne saison, mais qui a été clairement effacée par Travis Hunter, qui prenait la couverture médiatique à lui. On est sur un athlète clairement 1m88, 86 kg. Ses stats de l'année dernière, 61 plaquages, dont 43 en solo, ce qui est quand même pas rien. 8 passes déflectées, 3 interceptions, dont un pick six. Donc on est quand même sur un rendement solide. Pareil, on est sur un profil, on disait tout à l'heure, lui en high school, il a fait beaucoup d'athlétisme et il a préféré choisir le football parce que forcément les orientations sont un peu meilleures, mais il avait aussi, il faisait du 100 mètres, du 110 mètres haies, voilà, c'était un véritable athlète. Il aura du coup la grosse responsabilité de faire oublier Travis Hunter, qui est quand même un Iceman, c'est quand même pas rien, ça va lui mettre une grosse pression. Il est clairement là pour prendre le leadership dans les vestiaires et sur le terrain. On attend de lui qu'il ait un impact sur la course, sur le terrain et qu'il soit efficace contre la course, encore plus qu'avant. Il est très athlétique, je l'ai dit tout à l'heure, donc ce qui lui fait très supérieur en couverture en homme à homme. Il est capable de couvrir de très très bons athlètes, très bons receveurs en face. Et il a une marge de progression qui clairement en fait un des meilleurs, je pense, s'il progresse bien au poste de cornerback l'année prochaine, sur la saison 2025-2026. Donc c'est quelqu'un à surveiller. Tout à fait. Et du coup, en plus de cela, pour compléter du duo de cornerback, on a le duo de safety très correct également, Preston Hodge et Carter Stoudemire, qui étaient tous les 2 déjà présents la saison dernière. Au niveau du calendrier mitigé pour Colorado. Ils vont commencer par recevoir 2 fois d'affilée avec Georgia Tech et Delaware. Ils iront ensuite à Houston pour recevoir 2 fois d'affilée, une nouvelle fois Wyoming et BYU. Ils iront à TCU pour ensuite recevoir Iowa State. Cet enchaînement-là, il est quand même plutôt intéressant pour eux, avec ensuite en déplacement à Utah et ensuite recevoir Arizona pour aller à West Virginia et finir par 2 très gros morceaux avec la réception de Arizona State et le déplacement à Kansas State. Du coup, au niveau du bilan, Bertrand, tu en es où pour cette équipe de Colorado?
Eh ben, je suis pas très confiant du tout pour la saison prochaine. Alors, c'est vrai que, comme ça, si on regarde un peu de l'extérieur, on peut se dire qu'il y a un recrutement assez important pour la peine. On a mis beaucoup de mouvements, on a aussi beaucoup de départs. Les problématiques de santé de Deion Sanders sur lesquelles on n'est quand même pas très. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui transparaît. On ne sait pas trop la préparation. Malgré un coaching staff quand même qui est assez important. Voilà, moi j'ai de forts doutes, j'ai mis un bilan de 6-6 sur la saison, voilà, 6 victoires, 6 défaites. Pour moi, je les vois pas jouer les troubles faits cette année. Peut-être l'année prochaine s'ils arrivent à garder une paire de bons joueurs et de construire dans la durée, parce que voilà, la hype, ça va, ça vient. Je pense que l'année dernière c'est venu, et que cette année ça viendra un peu moins. Tout à fait. Mais écoutez, je vais une nouvelle fois donner mon bilan à la suite, parce que pour moi, c'est la même chose. Je les ai vus avec 6 victoires, 6 défaites. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux, donc ça va être compliqué à mettre les choses en place. On sait que quand on a énormément de nouveaux comme ça, c'est toujours compliqué de savoir un peu la chimie qu'il va y avoir pour l'équipe. En plus, comme tu l'as dit, il y a les problèmes de santé un peu au niveau de Sanders qui risquent de compliquer les choses. Et le calendrier, comme on a pu vous l'énoncer, qui reste quand même assez compliqué, avec des matchs finir avec Arizona State, Kansas State, c'est pas cadeau. L'enchaînement BNU, TCU, Iowa State, Utah, Arizona, ça reste aussi assez costaud. Donc moi, je les vois 6 victoires, 6 défaites également la saison prochaine. Et toi, Rosu, j'espère que tu vas être un peu plus positif sur eux pour la saison prochaine. Pas plus que ça non plus. Un petit 6-6, je vais mettre un petit 7-5, allez, on va dire, Allez, pour une être victoire de au-dessus de plus, vous. top. Autant avoir les fils d'eux dans l'équipe, etc., je trouve que c'était pas forcément aider Deion Sanders, mais moi en tout cas j'aime plutôt bien ce qu'il essaye de faire avec Colorado. J'aime bien ce qu'essaye de faire Colorado. Franchement, c'était une bonne. À mon avis, c'était un bon coup de le prendre, que ça marche ou que ça marche pas. Ça leur a fait vraiment passer un cap, je pense, en termes d'université, en termes de merchandising, c'est important maintenant. Donc j'espère qu'ils vont réussir. Comme tu disais, il y a eu beaucoup de mouvements, donc ça à leur détriment, mais bon, je pense que ouais, voilà, ça a commencé un peu en feu d'artifice, tout ça, Colorado, dans le plus et dans le moins. Mais je pense qu'ils vont, j'espère réussir à trouver une certaine stabilité, et puis on va voir ce que ça va donner. Tout à fait. Voilà, on a été le plus complet possible en essayant d'être concis tout de même au niveau de Colorado. La prochaine équipe qu'on a sélectionnée, c'est une équipe qui fait beaucoup parler parce qu'il est souvent annoncé au niveau des favoris pour la saison prochaine. On va vous présenter cette équipe et vous verrez nous ce qu'on en pense. C'est l'équipe de Kansas State qui a fait une saison également un peu mitigée l'année dernière, qu'ils ont le même bilan, il me semble, en plus que Colorado, avec 9 victoires et 4 défaites. Qui ont gagné leur bol face à Rutgers 44-41, tout juste. Au niveau de cette équipe, du coup, Rosu, est-ce qu'il y a eu des départs à la draft? Ouais, ils ont eu 3 joueurs draftés, donc ce qui est pas mal pour Kansas State. Le cornerback Jacob Parrish au 3e tour chez les Bucks, le running back DJ Giddens au 5e tour chez les Colts, et le safety Marcus Siegel au 5e round chez les 49ers. Ils ont perdu un cornerback qui est parti à Colorado, notamment en transfert, et un receveur très spivé à Arizona. Mais bon, globalement, ils n'ont pas trop perdu. Pas trop perdu. Ça reste quand même sympa à mentionner qu'ils ont quand même réussi à envoyer 3 joueurs du coup en NFL avec la saison qu'ils ont faite la saison dernière. Et pour le coaching staff, est-ce qu'il y a du mouvement ou non pour cette équipe? Il y a du mouvement, mais c'est du mouvement que je dirais mais pas trop en cause la stabilité. Donc c'est au poste d'offensive coordinateur, puisqu'ils ont promu Matt Wells à ce poste, donc qui était déjà dans l'équipe avant. Par contre, pour le reste, defensive coordinator, Joe Klanderman, 6e saison, et le head coach Chris Kleeman, qui lui entamera sa 7e saison. Donc il y a de la stabilité. Tout à fait. Et donc au niveau du roster, on a également un peu de stabilité et quand même quelques petits ajouts.
On garde le duo de feu qu'ils avaient la saison dernière offensivement, donc avec le quarterback Avery Johnson, qui sera très attendu la saison dernière, et également donc le running back Dylan Edwards, ce duo donc, qui doit dynamiter l'attaque de Kansas State. Mais donc du coup, tu veux nous parler un peu plus précisément du quarterback Avery Johnson. Ouais, donc grosse hype autour du quarterback Avery Johnson. C'est un mec qui était beaucoup recruté à la sortie d'high school dans beaucoup d'états, mais c'est un petit gars du Kansas et il est resté chez lui. C'est aussi un QB qui a un style un peu particulier parce qu'il a des longs cheveux blonds bouclés, donc bon, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais c'est assez rigolo. Et en termes de joueurs, pourquoi il y a une hype autour de ce gars-là? Parce que c'est un QB dual threat qui peut être vraiment fatal sur certains plays. Il a un pourcentage de complétion que je trouve pas terrible à 58%. Il a fait 25 TD, 10 interceptions l'année dernière, donc le ratio est pas si mal. Mais par contre, je crois qu'il est dans les QB avec le plus de big play à la passe et également à la course. C'est un QB qui est hyper rapide. Je crois qu'il a un temps au 40 yards à 4,50. Donc plutôt intéressant pour un quarterback. Et là aussi c'est pareil, s'il voit la lumière, c'est salut, bonsoir. Donc c'est vraiment cette capacité de ce gars-là à faire des big plays et capacité à changer le match. Ce sera sa 3e saison à Kansas State. Donc on verra ce qu'il va pouvoir faire, mais bon, on l'attend potentiellement lui aussi à la draft dès l'année prochaine. Donc à voir comment ça tourne pour lui. Tout à fait. C'est sûr que comme tu l'as très bien présenté, il a totalement le profil et l'archétype du quarterback qui attire l'œil et qui fait beaucoup parler de lui, que ce soit par ses capacités, mais également par son physique, comme tu as pu le dire. Pour compléter cette attaque, donc il aura toujours son wide receiver numéro 1, Jace Brown, qui sera présent la saison prochaine et qui sera lui accompagné de 2 petits nouveaux au poste de wide receiver, donc Jarrod Tibbs qui vient de Purdue et Jiren Bradley qui vient lui de Boston College. Le tight end était déjà présent, qui est une des forces aussi de cette équipe, Garrett Oakley. Au niveau de cette ligne, 3 nouvelles recrues. On a recruté 2 nouveaux tackles pour protéger le quarterback, George Fitzpatrick qui vient tout de même de Ohio State et Terrence Enos Jr. qui vient lui de Pittsburgh. Au niveau des guards, une nouvelle recrue, J.B. Nelson qui vient lui de Penn State et donc le second qui l'accompagne, le guard de l'autre côté, Taylor Poitier, qui seront eux accompagnés de Sam Eck qui sera le centre de cette équipe. Une O-line assez correcte et qui pourrait être une très bonne force pour eux la saison prochaine. De l'autre côté, donc, défensivement, la D-line, qui est également une D-line très correcte, avec ce duo de defensive tackle Damien Ilalo et Uso Sumalo, qui sont 2 tackles qui étaient déjà présents la saison dernière. Ils seront accompagnés de 2 defensive ends qui étaient également présents la saison dernière, Cody Stufflebin et Toby Osunsamni. Désolé une nouvelle fois pour les prononciations qui sont parfois un peu complexes. Au niveau de cette squad de linebackers, je vais tout d'abord vous présenter les 2 linebackers extérieurs qui sont Gab Powers, qui lui est un petit nouveau qui vient d'Ohio State, et le second de l'autre côté, Desmond Purnell, qui est déjà présent la saison dernière. Le middle linebacker, le général, le patron de cette défense, Austin Roman, qui est toujours présent dans cette équipe pour la saison prochaine, et donc tu vas nous parler un peu plus en détail de ce joueur. Ouais, donc un joueur qui est pas forcément très connu du fait de son exposition, on va dire un peu limitée à Kansas State, mais c'est un joueur qui a été parmi, sinon le mieux noté par les sociétés d'analyse type PFF, etc., de tout le Power 4. Donc attention à lui. Très très bon défenseur contre la course, des mensurations, des vitesses, etc. Un peu de
prototype au poste de middle linebacker. Grosse qualité de lecture, pré-snap notamment. Il s'ajuste bien et du coup, c'est ce qui lui permet d'aller chercher le coureur assez rapidement. Peut s'améliorer un petit peu sur le coverage, mais bon, on peut pas tout faire. Mais bon, voilà, l'année dernière, déjà grosse présence, 96 tackles, donc on est autour des 100, donc c'est un peu l'objectif pour les bons middle linebackers. Et à noter aussi que il peut rusher aussi le quarterback. Il a quand même réussi à faire 2 sacks l'année dernière et 3 fumbles. Donc 3 fumbles, ça veut dire que quand il tape, il tape. Il tape fort. Très bien. Et donc pour finaliser avec cette équipe au niveau des DB, donc le duo de cornerback avec un petit nouveau, Amarion Fortenberry qui vient de South Alabama, sera accompagné donc de Justice James au poste de cornerback numéro 2. Pour les safety, ils ont un très beau duo de safety avec VG Payne et Gunner Maldonado, lui qui vient d'Arizona. Donc, vous l'avez compris, ils ont un très bel effectif. C'est une équipe qui est très attendue. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau du calendrier, qui, vous le savez, est quand même très important dans le college football. Le calendrier, ils vont commencer par 3 réceptions avec le premier choc direct en week 1 face à Iowa State. Ils recevront ensuite North Dakota et Army pour ensuite aller à Arizona, recevoir UCF, ils iront ensuite à Baylor pour après recevoir TCU. Ils iront à Kansas pour après recevoir Texas Tech, qui risque d'être un très bon match également. Ils se déplaceront 2 fois d'affilée à Oklahoma State et à Utah pour terminer face à Colorado. Donc, au niveau de ce calendrier, tu les vois comment, du coup, la semaine prochaine, Rosu ? Je les vois plutôt bien sur un 8-4-9-3 dans ces eaux-là. Bon, ils ont tout intérêt le quarterback a tout intérêt à se mettre en valeur. Donc, on va voir s'il y parvient et s'il parvient à justifier la hype. Tout à fait. Et toi, du coup, Bertrand, tu en es où pour cette équipe ? Moi, je suis monté à pieds joints dans le train de la hype, notamment parce qu'ils se sont, les renforts au niveau de la ligne offensive, qui était quand même leur gros point faible l'année dernière. Ils ont quand même recruté des joueurs qui viennent d'universités aguerries dans des gros championnats, dans des grosses conférences, pardon. Donc moi je les vois à 11-1 l'année prochaine. Je pense qu'ils vont aller en finale de la Big 12 contre un match contre Arizona State, comme ils se rencontrent pas de la saison, comme ça fera le duel final pour le champion de la Big 12. Très beau bilan. Moi c'est un peu le même bilan en fait que Rosu. Je les vois avec 8 victoires et 4 défaites. Ils peuvent être la surprise, ils peuvent se retrouver avec un très beau bilan, comme ça peut être compliqué avec certains matchs quand même un peu plus complexes. Mais ça reste, je pense, une très bonne équipe pour la saison prochaine. À présent, on va vous présenter donc l'avant-dernière équipe qui est Texas Tech. Texas Tech qui a fait une saison régulière la saison dernière un peu mitigée avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Et donc, ils ont en plus de ça perdu leur bowl face à Arkansas 39 à 26. Suite à cette saison un peu mitigée, est-ce qu'il y a eu quelques départs à la draft ? Alors oui, 2 départs, un offensive tackle, Caleb Rogers qui est parti au round de 3 chez les Raiders, et puis surtout, et pas des moindres, une pièce maîtresse de l'attaque l'année dernière, le running back Taj Brooks, qui est parti lui au round de 6 chez les Bengals de Cincinnati et qui va, à mon sens, être un peu compliqué à remplacer. Tout à fait. Et pour le coaching staff ? Alors, pas mal de changements, sauf le head coach qui est toujours Joey Maguire qui va entamer sa 4e saison. Qui a un petit bilan qui se défend à 23 victoires contre 16 défaites. Il a quand même eu le mérite d'emmener les Red Raiders 3 fois en bowl d'affilée, ce qui est quand même assez important pour l'équipe. Mais par contre, les 2 changements, offensive coordinateur et defensive coordinateur, les 2 ont changé. Donc en attaque, l'arrivée de Mac Leftwich qui vient de Texas State.
donc qui est connu pour avoir une attaque très équilibrée et basée sur la rapidité, avec pas mal de no-huddle. Donc on verra ce que ça donne s'il arrive à mettre tout ça en place. Et puis un changement au niveau défensif pour le coordinateur, donc qui est maintenant Shield Wood, qui nous vient de Houston, qui est réputé pour avoir une défense agressive et qui clairement est là pour corriger, à mon sens, la plus grosse faiblesse des Red Raiders, parce que la défense l'année dernière a été une véritable passoire, avec une moyenne de 35 points encaissés par match, et dont avec un point culminant contre Baylor, où ils ont pris 59 points dans le match. Alors, je veux bien que les défenses de la Big 12 ne sont pas très réputées pour être les plus costauds, mais là, ça fait tout de même. Tout à fait. En parlant de ça, du coup, après avoir vu donc le coaching staff et nous donner ces petites infos, on va approfondir le roster type pour la saison prochaine. Avec, comme tu as dit, ils ont besoin de faire des renforts dans certains postes clés. Au niveau de l'attaque, le QB reste le même Beren Morton que la saison dernière. Tu l'as dit, ils ont perdu leur force numéro 1, on peut dire, le running back la saison dernière. C'est Quinton Joyner, qui vient, lui, de USC, qui aura la lourde tâche de le remplacer, accompagné de Jacoby Williams, qui était déjà là la saison dernière. Au niveau des receveurs, ils ont tout de même 3 receveurs que je trouve très corrects, avec le petit nouveau qui vient de Miami OH, qui est donc du coup l'autre université qui n'est pas les Hurricanes. Donc c'est Reggie Virgil et 2 autres receveurs qui étaient déjà présents, donc Caleb Douglas et Coy Ekin. Au niveau du tight end, un petit nouveau, Terence Carter, qui vient de l'université de Louisiana. Et donc, nous avons décidé de présenter ce joueur, qui est un peu un poste qu'on ne présente pas trop souvent. Alors, petit, hein, tout est relatif. 1m88 pour 111 kg. On est sur un bon gabarit. Donc, effectivement, qui vient des Radis Cajun de Louisiane. Alors c'est un tight end qui du coup a un profil qui est très très axé sur la réception et sur les tracés de passe. C'est d'ailleurs sa grosse faiblesse à lui, c'est tout ce qui est bloc. C'est pas son fort. Il va falloir que s'il veut passer le step et de partir en NFL, il va vraiment falloir qu'il travaille ça. Mais à contrario, c'est quelqu'un qui a de très bonnes mains, des mains très sûres. Il est assez impressionnant aussi pour gagner des yards après la réception, ce qui est quand même pour un tight end, puisqu'on est souvent sur des tracés un peu courts, une grosse force de pouvoir aller gagner des yards après avoir fait sa réception. Il arrive toujours à se démarquer, il a une grosse capacité à créer de la séparation avec notamment les linebackers qui le suivent, ce qui fait qu'il est régulièrement ouvert et donc démarqué pour recevoir les passes. Donc clairement, il a été recruté pour faire une production à la passe importante. Quelques petits bémols sur le bloc et puis les années précédentes, il avait quand même tendance parfois dans les gros matchs à un tout petit peu disparaître et notamment à des matchs où il est passé un peu au travers, où il fait que 1 ou 2 réceptions sur des gros matchs. Donc il va falloir aussi qu'il apprenne à gérer les gros matchs et à arriver à se démarquer sur les gros matchs. Tout à fait. On verra ce que ça va donner la saison prochaine parce qu'il est quand même très attendu et qui sera normalement une des forces de cette attaque la saison prochaine. Pour cette O-line, ils ont décidé de faire 2 nouvelles recrues au niveau des tackles. 2 très bons tackles avec Howard Sampson qui vient de North Carolina et Will Jados qui vient également du coup de Miami OH comme le receveur Reggie Virgil. Pour compléter ça, les 2 guards sont les mêmes, donc Vinny Curry et Davion Carter qui étaient déjà la saison prochaine, qui sont 2 très bons guards, et le center qui est un très bon center également, Jeridan Wilson qui est une nouvelle fois présent cette saison. Ça risque d'être une de leurs forces aussi pour compléter cette bonne attaque, c'est avoir une très bonne ligne offensive. Concernant la ligne défensive, il y avait du boulot parce qu'on sait le nombre de points qui se sont pris la saison dernière. Et là, ils ont décidé de taper fort parce qu'au niveau des 4 hommes de ligne défensive, ce sont 4 nouveaux joueurs. À commencer par le duo de defensive tackle Lee Hunter qui vient de UCF et Skyler Jill Howard qui vient de Northern Illinois. Je préfère le dire avec l'accent, c'est quand même plus sympa. Au niveau des defensive end, n'hésite pas, Rosus, si tu dois me reprendre sur quelques accents
C'est que tu es là-bas, donc tu as directement l'accent. Si tu vois que c'est trop l'accent francisé, il faut que tu me le dises. Il faut faire quelque chose à ce niveau-là. J'essaie de faire un effort, hein, je travaille ça, mais bon. On est bon sur Illinois. Allez. Illinois. Tu vois, là, je me suis repris tout seul, donc ça va. J'apprends. Pour continuer, donc, après ce très bon duo de defensive tackle, le duo de defensive end sont également de nouveau. Donc, Romelo Height qui vient de Georgia Tech et le très attendu David Bailey qui lui vient de Stanford et donc que tu vas nous présenter un peu plus en détail, mon ami Bertrand. Oui, qui est clairement la recrue numéro 1 de cette défense, attendu au tournant. Et puis, alors, on est sur un athlète, je ne vais pas dire hors norme, mais quand même, 1m91, 113 kg, donc très, très grand. Donc en provenance des Cardinals de Stanford. Les stats l'année dernière, quand même assez impressionnants. 31 plaquages, dont 8 pour perte quand même. 7 sacs. Une passe déflectée, mais on en reviendra un petit peu après. Pour un edge, c'est pas régulier d'avoir ce genre de stats. Et puis 5 fumbles forcés, ce qui est quand même pas rien. Enfin, voilà, quand il vient, ça déménage. On est clairement sur un pass rusher. Voilà, si on lui demande, c'est d'aller sur le quarterback et il le fait très très bien. C'est un joueur qui est très très explosif, notamment au démarrage. C'est toujours le premier en défense à bouger après le snap et ça c'est hyper impressionnant. J'ai regardé quelques vidéos et vraiment c'est le premier qui lance son pas en premier, ce qui du coup lui donne une certaine avance et il a une vitesse d'accélération sur les premiers pas qui est assez impressionnante. Donc il arrive vite et fort, donc ça fait mal. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris. Voilà. Ouais, pardon. Voilà, il a aussi il a une certaine facilité à se dégager avec sa main quand il est pris dans des blocs. Et voilà. Et pour la petite anecdote, voilà, il est aussi capable de faire de la couverture de passe, qui lui a permis de rajouter une ligne l'année dernière à ses stats, d'avoir une passe déflectée, ce qui est quand même assez rare pour un edge. Et pour ce profil de joueur en plus. Tout à fait. Donc vous l'avez compris, Texas Tech veut mettre la pression la saison prochaine, essayer de limiter les courses qu'ils ont pu avoir la saison dernière. Pour compléter cette très belle D-line, cette très belle nouvelle D-line, je vais préciser. Et très cher D-line aussi. Et très cher D-line, merci de préciser aussi, parce qu'on sait que dans l'État du Texas, on a pas mal d'argent. Mais ça renvoie la monnaie. Ouais. Le credo du Texas, c'est Everything is bigger at Texas, de toute façon. Donc, voilà, même le porte-monnaie. Vous l'avez compris, ouais. Tout à fait. Et donc, ils ont, pour cette fois, au niveau des linebackers, pas de nouvelles recrues. Il y a toujours Ben Roberts, le middle linebacker, qui est présent. Jacob Rodriguez, qui est un très bon linebacker, qui sera aussi un des très, très gros joueurs attendus la saison prochaine. Et le petit dernier, Bryce Ramirez, qui était également là la saison prochaine. Pour les DB, une seule nouvelle recrue. Ils avaient tout de même de bons DB la saison dernière, avec le cornerback numéro 1, Morion Horn, qui était déjà là présent. Il sera accompagné du petit nouveau qui est à l'université de Charlotte, Dante Balfour, qui sera aussi très attendu de Il vient de l'université de Charlotte, mais il était avant à North Carolina. Donc il avait quand même une assez bonne réputation dans cette partie des États-Unis. Donc d'accord. Bon, c'était plutôt un nom, c'était un des beaux noms du transfert portal à ce poste-là. Donc ça reste une très bonne recrue pour la saison prochaine, au vu en plus des soucis défensifs qu'ils ont eu la saison dernière. Et pour compléter ça, donc ils ont toujours le même duo de safety, Brendan Jordan et Chapman Lewis. Voilà, donc on a fait le tour au niveau de leur roster. Vous voyez, très bon roster, énormément de nouvelles recrues, surtout défensives, vous l'avez compris. Pour le calendrier, ils vont commencer à recevoir 3 équipes. Arkansas Pine Bluff, Kent State et Oregon State. Ils iront ensuite 2 fois d'affilée donc à Utah et à Houston pour ensuite recevoir Kansas. Ils iront ensuite à Arizona State qui ne sera pas facile pour ensuite aller à Oklahoma State et derrière repartir à Kansas State, pas facile non plus. Ils recevront 2 équipes d'affilée, BYU et UCF, pour ensuite terminer de partir en déplacement à West Virginia. À la suite de ce calendrier, donc, Bertrand, quel est ton bilan pour Texas Tech ?
Alors du coup, moi, pour eux, je monte un peu moins dans la hype, mais ça doit être aussi en tant un fervent supporter des Longhorns et que ça reste quand même une rivalité un peu Tout à importante. fait. Mais le changement de staff, que ça soit en attaque et en défense, on sait que c'est difficile d'installer un schéma avec des nouveaux joueurs et de mettre en place. Néanmoins, je pense que vu le calendrier, on va quand même sur un calendrier assez simple en dehors d'Arizona State, Kansas State. Voilà, moi, je les vois à 9-3. Voilà, 3 défaites, 9 victoires. Je pense qu'ils sont capables d'arriver dans le top 5 de la Big 12, mais pas encore tout à fait pour jouer les troubles faits dans le haut du tableau. Tout à fait. Et donc toi, Rosu, quel est ton bilan pour eux? Eh ben moi, je vais croire un peu à la hype. Money talks, l'argent parle, comme on dit. Donc, je pense que de toute façon, ils ont un peu une obligation de résultat. Et puis, ils ont les moyens d'avoir des résultats aussi. Donc, moi, je les vois plutôt bien réussir cette année. Et je vais leur mettre un 10-2. 10-2, très beau bilan. Bah, moi, j'ai longtemps hésité entre vos deux bilans, entre 10-2 et 9-3. Je les ai finalement mis en 9-3, mais je pense que ça peut tout à fait, très raisonnablement partir sur un 10-2. Mais en tout cas, je les vois dans le haut de cette conférence pour la saison prochaine. Pour terminer cette preview, on va vous parler de la dernière cité, qui est l'Université d'Utah, qui est une université qui est aussi très attendue la saison prochaine. Pourtant, ils ont fini avec un bilan la saison dernière de 5 victoires pour 7 défaites. Bilan pas très glorieux. Au niveau de la draft, est-ce que malgré ce bilan, ils ont réussi à envoyer certains joueurs en NFL? Un bilan pas très glorieux. Je rajouterais même que pour une université comme Utah, c'est un bilan qui est limite catastrophique. Grosse université, Utah. Donc un seul joueur drafté, là aussi, c'est loin de leur standard. Le Titan Caleb Lohner au 7e round en plus, donc limite limite Mystery Irrelevant. Donc pas super. Il y a seulement 2 joueurs qui sont a priori partis en undrafted free agent. Karen Reed aux Broncos et Mika Bernard aux Titans. Très bien. Et à la suite comme tu as dit, de ce bilan catastrophique, on peut dire pour cette université, est-ce qu'ils ont eu des petits changements au niveau du coaching staff? Bilan catastrophique, mais un bilan catastrophique qui est lié aussi en mésaventure du quarterback Cam Rising, qui était attendu lui aussi pour être un candidat Iceman, etc. Qui était un joueur qui faisait un peu de polémique, parce que c'était un joueur qui était déjà assez âgé. Je crois qu'il a réussi à faire 7 ou 8 saisons en NCAA, je sais pas trop par quel miracle. Donc pour moi, je suis pas du tout fan de ça. Mais bon, bref, il s'est blessé assez gravement et a priori, il aurait même pu être encore éligible, mais il a décidé de prendre sa retraite à cause des blessures, donc c'est malheureux pour lui. Mais dans un sens, je suis content que un joueur aussi vieux ne puisse plus jouer en NCAA. On est d'accord là-dessus. Et donc, bref. Ouais, non, c'est abusé. Et donc le head coach, pas vraiment sur la sellette, hein, là, ceux qui aiment la stabilité. Donc le coach Kyle Whittingham, il est là depuis 2005, donc ça nous rajeunit pas. Par contre, il y a un nouvel offensive coordinateur, donc ça, c'est sûr qu'il va falloir un peu remettre les pièces en place après ce gros changement pour l'université qui est là. Donc tourner la page de Cam Rising. Et le defensive coordinateur, pareil, lui aussi, hein, stabilité. 10e saison chez les Utes. Donc c'est pareil, pas vraiment pas de changement majeur, on va dire, dans cette équipe de Utah. Tout à fait. Et donc, comme tu l'as dit, il y a juste l'offensive coordinateur qui était arrivé du coup, et étant donné que l'un des soucis de cette équipe dernière, c'était l'attaque, ils ont décidé d'effectuer pas mal de changements en attaque, avec un joueur qui a également une certaine hype autour de lui en ce moment. C'est le cornerback Devon Dampierre qui vient de New Mexico. Quarterback, oui, pardon, qui est très attendu la saison prochaine. Il sera accompagné d'un duo de running back qui est 2 nouveaux joueurs. Donc Washington Parker qui vient de Washington State
et Nakari Rogers, qui vient lui également de New Mexico, qui était avec lui donc la saison dernière. Pour les wide receivers, 3 nouveaux wide receivers également. On a essayé de tout changer l'attaque de la saison prochaine, avec le premier Tobias Merriweather qui vient de l'Université de California, le second Otto Tia qui vient de l'Université de Utah State, et le troisième Creed Whitmore qui vient lui de l'Université de Mississippi. Le tight end, lui, était déjà là, il reste là, Talon Bentley. Et au niveau de cette O-line, ils ont une O-line très correcte du côté de Utah, qui est une de leurs forces. On sait qu'ils apprécient beaucoup le jeu de course et la dureté dans cette université. Le duo de tackle est un des très bons duos de tackle du college football, avec le premier Caleb Lemou et le second Spencer Fano, qui est annoncé parmi les meilleurs tackles du pays. Et tu vas nous en parler un peu plus en détail. Ouais, Spencer Fano qui sera junior pour cette saison, 1m98, 136 kg. Bon, pour un tackle, on va dire que c'est normal. Logique. Beau junior quand même. Ouais, beau junior, surtout qu'on peut noter qu'il a commencé, il a directement start true freshman. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été remplaçant de sa carrière universitaire pour l'instant, ce qui est assez rare pour être signalé à ce poste-là. Et à noter aussi qu'il a commencé sa première saison donc en étant left tackle, et que la deuxième saison, il est passé right tackle. Donc ça lui donne une versatilité qui est assez intéressante, surtout que bon, il est connu pour avoir une bonne technique, une grosse force, une bonne capacité d'ancrage, et également une vitesse d'exécution qui est plutôt ce qui fait la différence parmi ces gros gabarits sur la O-line. Donc évidemment, il va commencer titulaire cette saison aussi. Et à noter que lui, on parle vraiment quand même d'un crack, hein. Il est déjà annoncé dans toutes les mock drafts américaines entre le 4e et 15e pick de la draft à venir. Donc vraiment, on parle de quelqu'un qui est voilà, de toute façon qui est connu depuis très longtemps comme étant un crack. Il était pas mal recruté à sa sortie de lycée. Par des grosses équipes, mais il est resté dans l'Utah puisqu'il est originaire de l'Utah, mais ça devrait être sa dernière saison. Tout à fait. Et comme tu l'as précisé, donc en plus de ses capacités physiques et techniques, un joueur qui peut jouer des deux côtés au niveau de la ligne du poste de tackle, c'est quelque chose aussi qui est pas mal recherché et qui risque de le faire monter aussi au niveau de la draft. Pour compléter donc ce duo de tackle, un duo de guard très intéressant aussi, qui est donc du coup Tanoa Togiai et Michael Mokofici, qui seront donc cette ligne sera terminée par le center Jared Kump. Et j'ai oublié de mentionner quand même que il a concédé qu'un seul sac, notre ami Spencer l'année dernière. C'est plutôt pas mal hein, comme information, surtout pour lui au niveau de son éligibilité pour la draft la saison prochaine. Donc au niveau de cette défense maintenant, pas trop de nouveautés pour la défense. On reste dans la continuité. Le duo de defensive tackle Aleki Vimahi et Dallas Vakalai, qui était déjà présent la saison dernière. Le seul petit nouveau au niveau de cette défense en poste de titulaire, c'est Lance Oldclough, qui vient de l'Université de Washington. Et de l'autre côté, le end de Logan Fano, qui est un des très bons joueurs de cette équipe. Pour les linebackers, donc nous avons 3 linebackers qui étaient déjà présents la saison dernière. Donc Levani Damouni, Lander Barton et Paul Fitzgerald. Pour les DB, duo de cornerback très correct également, donc Smith Snowden et Elijah Davis. Pour les safety, un bon safety, Rabid Evans, et un très bon safety, Tao Johnson, qui est annoncé comme un des, si ce n'est le meilleur défenseur de cette équipe, et que tu veux nous parler un peu plus précisément de ce joueur.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est un joueur qui vient de l'Idaho, donc il n'y a pas une grosse université, donc c'est un peu quand même un joueur, on va dire, régional. Pas de souci avec ça. C'est un joueur qui a la particularité d'avoir un petit background native american, comme on dit. Donc c'est assez rare aussi pour être signalé. Et rare aussi pour être signalé, c'est que quand il a été recruté, donc c'était un prospect 3 étoiles, receveur. Et donc il a commencé Étrange. receveur à Utah, mais il a vite changé de De poste. côté, ouais. Voilà, saison 2023, il a joué pas mal au poste de nickel cornerback euh, avant d'être mis dans sa position qui maintenant, on va dire sa position naturelle de safety, euh, à laquelle il a très bien performé la saison dernière. Euh, il a surtout fait pas mal de tackles, une interception, ce qui est pas fou ça par contre, Mm. mais 70 tackles, ce qui est beaucoup pour un safety. C'est énorme. Euh, donc voilà, c'est un joueur qui est très rapide. Euh, il a couru 10,62 au 100 mètres à high school. Donc, ce serait, selon la légende, le joueur le plus rapide de l'effectif de Utah. On vérifiera ça au combine quand il ira. Mais en tout cas, c'est vraiment sa versatilité un peu qui lui permet euh, d'être très intéressant au poste. Et puis, ses mains qui sont quand même plus que correctes puisqu'il était receveur avant. Et aussi, donc, il est assez impressionnant pour aller dans la boîte sur les jeux de course. Donc, vraiment un safety très intéressant et très polyvalent. Donc, on attend de grandes choses de lui cette saison. Et il sera que junior, hein. Tout à fait. Et c'est sûr que le fait d'avoir joué receveur quelques années, ça doit sûrement l'aider au niveau de la lecture des différents tracés qu'il peut avoir en face de lui. Le fait d'avoir qu'une interception, alors je vous avoue ne pas avoir regardé tous les matchs du la saison dernière, ça peut parfois s'expliquer aussi de justement qu'on essaye un peu de l'éviter et qu'on a un peu peur de lui. Mais en tout cas, c'est un joueur qui sera très, très attendu la Ouais, saison il avait prochaine. 4 passes deflection, donc ouais, pas dingue. Mais Voilà. beaucoup de tackles, donc Mm. Très agressif, en tout cas. c'est ça. Voilà. Donc pour finaliser avec cette équipe, donc je vais vous présenter le calendrier pour la saison prochaine, en commençant par un déplacement à UCLA en week 1, pour ensuite recevoir Cal Poly, Pauli, une université que je ne connais pas, je l'avoue. Ensuite, ils iront dans le Wisconsin pour ensuite recevoir Texas Tech, qui risque d'être un très beau duel de conférence. Ils iront ensuite à West Virginia pour refaire un nouveau très bon duel de conférence face à Arizona State. Ils iront ensuite à BYU pour ensuite avoir deux réceptions, Colorado et Cincinnati. Ils auront ensuite à Baylor pour ensuite terminer par la réception de Kansas State et le déplacement de Kansas. Par rapport à cet effectif un peu nouveau qu'on vous a présenté et ce calendrier, Rosu, quel est ton bilan pour toi pour l'Université de Utah? Eh bien, moi, je crois à l'université de Utah et je vais leur mettre un bilan de 10-2. Je D'accord. pense que voilà, la page Cam Rising est tournée et, euh, et ça va repartir de l'avant euh, à la place qu'ils occupent habituellement, c'est-à-dire assez haut dans l'Ouest américain. D'accord. Et toi, du coup, Bertrand? Un peu moins optimiste. Moi, je suis parti sur un bilan de 8-4, justement, parce que le côté tous les porteurs potentiels de balles en attaque ont été changés. Donc, les connexions entre les receveurs, faut qu'elles se fassent. Est-ce qu'elles vont se faire? Enfin, voilà, ça reste un peu flou pour pouvoir se prononcer. Voilà, on part sur 8-4 de mon côté. Pas de risque, c'est très bon bilan. J'ai utilisé je pense le même bilan également, 8 victoires pour 4 défaites. Comme vous l'avez déjà répété, le problème c'est quand on change autant de joueurs comme ça en attaque, c'est soit ça clique pas. Mais je pense quand même que Utah est parmi les favoris, ou en tout cas juste en dessous pour cette conférence.
Donc voilà. Et à noter qu'ils ont un stade, ils jouent à Salt Lake City, donc ils ont un stade assez en altitude. En plus, c'est ce qui peut les aider pour la saison prochaine. Ce sera intéressant de vérifier justement par rapport à leur match à domicile et à l'extérieur ce que ça peut donner. Voilà, donc on vous a fait le tour au niveau des 6 équipes qu'on voulait vous présenter. Donc cette preview touche à sa fin. Comme vous le savez, on va finir en vous présentant donc notre top 10 pour cette conférence. Donc je vais te laisser Bertrand nous présenter ton top 10. Eh bien, en tête, moi, les 2 équipes dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vois aller au Big 12 Championship, de toute façon, Kansas State et puis Arizona State. Duel au sommet, à mon sens. Bon, un peu de la hype, j'entends bien sur Kansas State, mais voilà, j'y grimpe à pieds joints. En 3e, je vois bien Baylor, qui va venir jouer un peu les troubles faites. Et puis après, le wagon 4, 5, 6 derrière avec BYU, Iowa State et Texas Tech. En 7-8, Utah et avec TCU. En 9, Kansas, les Jayhawks de Kansas. Et en 10, Colorado qui vient un peu fermer la marche et qui on verra bien, mais pour qui j'ai quand même pas trop d'espoir cette année. J'allais dire l'université que tu affectionnes en plus. En 10e, c'est bien. Ils sont quand même dans les 10 premiers. C'est déjà pas mal. Et toi, Rosu, du coup, ton top 10 ? Moi, je suis parti sur Arizona State, Utah, Kansas State, Texas Tech. Je pense qu'ils seront en haut à l'arrivée. Peut-être Iowa State et Baylor pour compléter un peu parmi les favoris. J'oublierai pas BYU et TCU. Donc j'ai mis 7e et 8e. 9e Kansas, 10e Colorado. Mais bon, il y a beaucoup d'équipes intéressantes dans cette conférence, notamment Oklahoma State, qui fut une des très grosses équipes du college football il n'y a pas si longtemps que ça. Donc attention, surtout qu'on disait avant qu'ils avaient l'argent du pétrole, Oklahoma State. Ils pourraient bien se réveiller assez rapidement et frapper fort, donc on verra. Ils sortent d'une saison catastrophique l'année dernière. Catastrophique, ouais. Catastrophique. Donc, voilà, Mike Gundy a du souci à se faire pour son poste s'il refait la même saison que l'année dernière. Mais un peu à l'image de l'SEC qu'on a parlé la saison dernière, je trouve qu'il y a pas mal d'équipes qui sont assez proches au niveau de cette conférence. Et un match sur 2, ça peut tout changer. On peut voir notre classement totalement différent, une week sur l'autre. Et c'est ça qui est toujours intéressant à suivre. Donc pour terminer, je vais vous présenter mon top 10 quand même. Je vois également Arizona State tout en haut. Je l'ai mis en 10-2. En 2e, par contre, qui va venir les taquiner, moi je vois Texas Tech. Je les sens bien. Ensuite, je vois 3 équipes qui auront le même bilan. Je ne savais pas trop comment les placer. Mais finalement, en 3e, j'ai mis Utah. J'ai mis Baylor en 4 et Kansas State en 5. Derrière, une équipe, pareil, 2 équipes que j'ai mis derrière un peu avec le même bilan. En 6, Iowa State et en 7, TCU. Et ensuite, pour conclure ce classement, en 8 et en 9, je vois 2 équipes avec le même bilan, BYU et Colorado. Et moi, je vois en 10e Kansas. Voilà. Donc au final, on reste à peu près avec ouais, en faisant le top 10 aussi, on a mentionné TCU qui était juste en finale nationale il y a 2-3 ans. Donc, tout à fait. Ça montre comme quoi ça va vite aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez perdre de l'argent, vous pouvez parier sur les matchs de Big 12. Très incertain. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Comme je vous l'ai dit, du coup là, la preview touche vraiment à sa fin. Pour la semaine prochaine, on vous parlera donc de la dernière conférence qu'on va mettre en avant, la SEC qui est la numéro 1 des conférences du college football. N'ai pas peur de le dire. En plus de cela, vous l'avez sûrement vu sur nos réseaux ou alors ailleurs, qui vont faire une série sur la saison dernière de cette conférence qui sortira, il me semble, le 5 août sur Netflix. Voilà, on vous transmet l'info en même temps. Et
pour conclure, je pense qu'on a fait le tour au niveau des informations. Merci une nouvelle fois à vous deux, merci à vous de nous écouter, et on se retrouve donc la semaine prochaine avec la prochaine conférence. Voilà, merci beaucoup. Salut à tous. Très bonne soirée. Merci, salut.